L'exposition permanente qui était présentée auparavant, le Temps des Québécois, avait accompli sa mission. On était rendu ailleurs. Alors, le Musée de la civilisation, c'est un musée de société. Ce qui caractérise notre musée, c'est qu'on place l'être humain au centre de nos préoccupations, de nos actions, de nos thématiques. Le défi, c'est de faire les choses autrement. On sait que la rencontre, c'est central. Ce qui est le dénominateur commun, vraiment, c'est le territoire. Dans le cadre du Québec autrement dit, donc l'exposition de référence sur le Québec, c'était important pour nous de collaborer avec la Commission de la capitale nationale. Ici, on se trouve sur le site archéologique Cartier-Roberval et on est en fait sur le haut du promontoire de la falaise à Cap-Rouge. C'est un site magnifique pour son côté naturel, avec des arbres grandioses, une falaise qui tombe directement sur la plage, une vue sur le fleuve et également l'entrée de la rivière Cap-Rouge. C'est vraiment un site exceptionnel. On est ici sur un site qui est classé au registre du patrimoine culturel du Québec, et c'est un site qui est géré par la Commission de la capitale nationale du Québec. C'est un site important pour l'histoire du Québec, pour l'histoire de l'Amérique aussi. C'est le lieu d'implantation de la première colonie française en Amérique. Donc ici, au 16e siècle, donc Jacques Cartier et Jean-François de la Roque de Roberval vont installer pour la première fois une colonie française qui va compter sur 2 ans environ 500 personnes. On a ici, là, sur 3 étés de fouilles, entre guillemets, là, mis au jour plus de 6000 objets du 16e siècle. Donc, beaucoup des objets français, mais aussi une centaine là, de fragments de céramique iroquoienne, donc qui témoignent du contact là, entre les Français et les Iroquoiens ici sur le site, ou du moins des échanges. Et on a ici aussi découvert les vestiges de 5 à 6 bâtiments. Bon, ça s'en vient bien, ce mur? Oui. Pas de nouvelles assises dans le secteur ici? Non. Là, non, par là, mais par ici... Par ici, ça continue. Ça dégage? OK, tu as retrouvé d'autres assises? On bagarre. C'est ça, on pensait qu'il pouvait s'arrêter ici. Ouais, c'est ça. Ah, là, il y en a. Mais là, il se continue, puis même quand on regarde dans la paroi, ouais, on voit d'autres. Sous la pierre qu'il y a là, on voit qu'il y a encore des pierres qui tombent. Peut-être que ce soit un mur de qualité. Ouais. Hein? Ben, les vitraux, pas les oublier. Oui, les vitraux. Puis du matériel luxueux, les d'olive. Quand on regarde tout ça, ben, on verrait très bien ici, Robert. Exactement, c'est des creusets. De quartier général où on peut observer justement. Pour pas en faire un segment trop enclavé dans l'exposition, on a justement pensé à élargir la thématique de la rencontre au niveau des explorations européennes. C'est-à-dire que tout ce qui précède finalement la rencontre sur le site archéologique est explicité dans une perspective beaucoup plus large sur la rencontre entre, on l'a appelé Europe autochtonie, donc que ce soit les premiers voyages vikings, les Normands, les pêcheurs anglais, bretons et puis les Basques qui arrivent au début du 16e siècle, tous ces voyages qui précèdent en fait les voyages explorateurs de Jacques Cartier et l'installation de la première colonie. Ça nous servait de jalon important pour justement renforcer cette idée de rencontre entre les deux civilisations. On a réussi, j'espère, à intégrer justement la vision et la perspective des récits de rencontres du point de vue autochtone, notamment en décloisonnant et en critiquant un peu la vision eurocentriste, c'est-à-dire en la montrant, mais en ayant une perspective critique, en disant ça c'est la manière dont on représentait les autochtones, c'est la manière dont on cartographiait l'Amérique, mais prenons un pas de recul avec la vision contemporaine qu'on en a aujourd'hui, pour se dire que elle est biaisée, elle est vraiment faite d'un point de vue, et comment on peut ouvrir la perspective en rectifiant une forme de réalité, qu'elle soit au niveau des sources écrites, des sources orales, c'est en intégrant la perspective et la parole autochtone. On leur a donné la parole et ils nous ont raconté, donc c'est des témoins audio qu'on retrouve dans l'exposition. Premiers humains, donc dans la vision aussi archéologique, les premiers témoins matériels, et aussi dans la perspective autochtone des temps immémoriaux à travers les récits de la création, tout ce qui est en lien avec les... On s'est mis comme défi de ne jamais parler à la place d'eux. C'est-à-dire que si on veut parler des Autochtones, par exemple, dans la nouvelle exposition sur le Québec,
Bien, c'est les Autochtones qui vont dire ce qu'ils ont à dire sur les événements dont on veut parler. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a développé un comité consultatif autochtone sur lequel siègent des représentants des 11 nations. Ensuite, le fameux canot d'Albert Birotté qu'on souhaite intégrer aussi dans l'exposition, dans la même zone. Ces gens-là ont pu se prononcer sur les choix qui ont pu être faits, faire des propositions. Ça peut être pour ce qui est du choix des objets. Moi, j'ai validé la plupart des objets potentiels pour l'exposition lors d'une rencontre qu'on a eue justement avec tous les membres du comité autochtone. Mais ça s'est fait au niveau des contenus aussi. Donc, il y a une consultation qui a été constante là, avec les communautés. Souvent, ils sont vertes. Celle-ci n'a pas de coloration particulière. Mais c'est vraiment des objets très, très rares, d'une grande beauté. Dans les raquettes, c'est aussi pour la chasse, c'était pour les chasseurs. C'était les femmes qui confectionnaient les habits, les dessins. Puis, c'était pour que les animaux admirent le chasseur aussi. C'était pour ça aussi. Parce que le chasseur, l'animal doit se surrender. C'est drôle qu'on utilise ce camouflage aujourd'hui partout dans les communautés parce qu'avant, c'était les Cris, les Inuits, les Naskapi allaient à la chasse de façon flamboyante. Il y a des pompons sur tout, il y a des pompons sur les raquettes, il y en a sur les harnais de chiens. Nos ancêtres étaient absolument flamboyants. C'est sur les territoires. Et tout ça, sculpture de toute beauté qui nous rappelle la pêche au harpon. Ici, une coiffe de Martin Love. Martin Love qui a réalisé ce travail-là. On en a quelques-unes d'ailleurs qu'il a conçues, qu'on présente dans l'exposition. Sans doute, moi personnellement, ces mocassins-là, j'ai une affection particulière. Je les trouve magnifiques. Puis ils sont tout simples, il n'y a pas de perlage, il n'y a rien, mais ils sont beaux. Tu sais, l'agencement des couleurs, c'est vraiment une pièce là. Mon patrimoine Donc ce matin, on rentre un petit peu plus dans les détails du pavillon habité. Je voulais vous présenter plus particulièrement le dispositif des cartes numériques. Oui, cet après-midi, je pourrais vous faire découvrir notre superbe salle qui est fraîchement rénovée. Vous allez voir l'espace là que... On a fusionné les trois salles. Fait que là, on a environ 1600 mètres carrés d'exposition. C'est, je crois, la plus grande exposition permanente pour le musée. Dans le fond, au monde. Le grand mur, le territoire, les fenêtres de balai en haut, le monde sous-marin en haut. Ici, on arrive dans la zone sur la colonisation avec quartier Roberval. On va être ici dans un film immersif où on transporte les gens sur le site archéologique à Cap-Rouge. Donc, ça va être juste ici que va être placé notre tournière, juste au fond. Je voulais parler un petit peu du corbillard. Vous pouvez rentrer. Juste pas toucher au haut ici. La restauratrice va faire la restauration cet été. Volontairement, on avait déjà prévu, on avait déjà dans l'idée que peut-être ça serait intéressant de faire une partie de la restauration devant public. Ici, le pavillon habité. Ici, on va présenter notre tramway. On a notre pavillon vivre. Le pavillon vivre, c'est sur le rapport des gens qui habitent au Québec avec les saisons. On rentre dans le pavillon échangé, le pavillon revendiqué. Ici, notre fameux rorcal, que l'équipe surnomme Babette.
Il n'y a pas un espace autochtone. Il faut faire attention. La thématique autochtone revient dans la plupart de ce qu'on appelle les pavillons dans les différentes zones de la salle. On a travaillé étroitement avec le designer, Elisabeth, qui nous a proposé une disposition des objets dans les vitrines. Et là, on est rendu à l'étape justement des installer en vitrine. Puis parfois, il y a des petits ajustements qui se font au moment d'installer les objets, mais la plupart du temps, là, on s'en tient à ce qu'il y a sur les plans. Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent en ligne de compte. Les conservateurs avec qui on travaille beaucoup pour les objets, pour positionner les objets, pour qu'ils soient bien présentés au public, mais que la conservation préventive soit toujours respectée. Donc, les objets sont en sécurité dans les vitrines ou s'ils sont hors vitrine aussi, qui sont présentés de façon sécuritaire avec une mise à distance. L'installation des objets est faite par les techniciens en muséologie ici au musée. Donc, on travaille avec eux et les conservateurs au moment où on fait l'installation et même avant, pour proposer. Nous, on propose une façon d'installer les objets, puis on discute avec le conservateur et les techniciens sur, oui, est-ce que c'est correct pour l'objet, puis comment on va fabriquer le support qui va maintenir l'objet dans la position et à l'endroit où on le veut. Ces techniciens-là travaillent ici, en bas au musée. Ils sont vraiment dans un atelier où ils fabriquent sur mesure les supports qui vont maintenir les objets en place de façon sécuritaire. Il y a quelque chose comme 1380 objets à mettre en vitrine. Alors, ils nous ont demandé à quelques retraités si on était intéressé de venir donner un coup de main pour le musée. Puis, comme j'avais toujours aimé ça, faire des supports d'artefacts, travailler en soudure et tout, ben j'ai dit pourquoi pas. On a une liste d'objets. On regarde l'objet et on dit comment on pourrait le présenter de façon significative. En même temps, il y a un designer qui a pensé à la chose. Alors, on discute avec le designer comment on peut placer l'objet pour que ça aille un peu dans son esprit. C'est un support pour tenir une coiffe autochtone. Alors, on va pouvoir rentrer la tête là. Et puis, comme on a un mur qui n'est pas très épais, bien, j'ai fait ce qu'on appelle une bouteille dans laquelle on visse au mur, puis une tige qui vient rentrer dans ce tuyau-là, dans cette bouteille-là, qu'on vient serrer ici avec une petite vis à pression. Puis qui va pouvoir finir pour tenir le chapeau en place, comme ça, à sa place sur le mur en question. On travaille aussi avec des concepteurs audiovisuels et d'éclairage. Donc, on discute avec eux au cours du processus de conception et à l'installation sur où on va installer, par exemple, les projecteurs, où on va installer les écrans, les téléviseurs, les moniteurs. Notre visiteur, il marche dans l'espace, contrairement au théâtre où le visiteur est dans la salle et il regarde ce qui se passe. Nous, le visiteur fait un parcours à travers cette histoire-là. Ma spécialité, c'est vraiment les ambiances immersives. C'est un peu une des signatures du Musée de la civilisation. Quand je parle de multimédia, c'est vraiment l'ensemble de ces ambiances-là. Donc, c'est tout ce qui touche aux émotions, tout ce qui touche au sens. On ajoute évidemment à ça tout l'aspect artefact et conservation là, de ces pièces-là. Donc, il y a évidemment une panoplie de facteurs physiques à tenir en compte, en plus de l'aspect artistique. Là. Donc, tout ce qui est niveau de lumière à respecter quand on éclaire certains artefacts, ventilation, intégration dans les modules pour que ce soit vraiment propre comme installation. Au musée, il y a quand même une belle culture d'innovation, une belle culture de prise de risque, puis une belle culture de sur-mesure. Donc, c'est très stimulant au niveau de la créativité, je dirais. Tous les détails que vous pouvez imaginer ou que les enjeux que vous vivez en touchant la carte. Dans la salle, il y a toutes sortes de dispositifs, mais cette fois-ci, on voulait utiliser d'autres sens. On voulait utiliser le toucher en particulier, qui n'est pas offert ailleurs dans d'autres zones de l'exposition. Lac-Saint-Jean, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Donc, en réfléchissant à notre approche, on s'est dit, on dirait que ce serait une bonne idée pour des personnes malvoyantes parce qu'on connaît le braille, on sait que ces personnes-là utilisent davantage le toucher. Donc, on est allé voir l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, puis ils ont accepté de collaborer avec nous. Donc, on a travaillé avec eux pour voir vers quoi on pouvait aller pour développer le meilleur dispositif possible pour des personnes malvoyantes. Au point de départ, on pensait que le toucher pouvait leur donner beaucoup d'informations. On pensait utiliser le braille, notamment. Mais justement, avec notre expert, on a découvert que ce n'était pas le cas, qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les personnes malvoyantes utilisent beaucoup plus l'audio. On accède au parc par avion ou par hélicoptère. Le parc est géré par les communautés locales. Donc, d'y aller avec cette approche-là, en plus du toucher, c'était vraiment gagnant pour cette clientèle-là. En ayant une déficience visuelle, on peut toucher, fait qu'on ressent vraiment au niveau du relief. Et on a le vocal qui nous aide à comprendre où est-ce qu'on est sur la carte, au niveau de la province. J'adore ça. On adore ça parce que la société, on essaie d'évoluer dans la société. On fait beaucoup de représentation. Il existe très peu de choses qui sont faites au niveau culturel pour ces personnes-là. Donc, tout ce qu'on développe, c'est bon, ça va être apprécié. Les artistes nous alimentent par leur création. La thématique du droit d'auteur, c'est de leur redonner ce qu'ils méritent, soit de la visibilité, de la diffusion. L'œuvre contemporaine, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir dès le départ, elle appartient à qui? Parce que ça peut appartenir à l'artiste même, qui l'a encore dans ses cartons, ou ça peut appartenir à une personne qui l'a acheté ou à une galerie d'art. Donc, nous, c'est le travail qu'on a à faire. Dans le cadre de l'œuvre de José Landry-Sirois, Mon petit condo, c'est une œuvre qui a été acquise par le musée. C'est pas parce qu'un musée est propriétaire physiquement de ces objets-là qu'on a automatiquement les droits dessus. Donc, c'est sûr qu'il y a certains objets, comme on peut voir à travers la vitrine, qui, dès le départ, ne sont pas protégés par les droits d'auteur parce que c'est des objets qui sont domestiques, des objets qui sont usuels. Donc, effectivement, les 3/4 des objets du musée sont libres de droit, donc on peut s'en servir. Cependant, avec les objets, les œuvres d'art ou qui ont une caractéristique plus originale, il faut qu'on réfléchisse sur est-ce que les droits d'auteur sont bien présents et si oui, si on veut les utiliser dans une exposition, dans un catalogue ou même sur les réseaux sociaux, il faut vraiment aller contre-vérifier les choses et s'il y a des droits à aller négocier, on va aller le faire auprès des ayants droit. Les marques de commerce sont protégées par le droit d'auteur, que ce soit différentes marques d'orangeade, liqueurs ou des légumes et tout. Quand c'est encore présent, c'est sûr qu'il y a des droits d'auteur là-dessus et on ne peut pas les utiliser à n'importe quelle sauce. Alors, dans le cas qui nous préoccupe ici, étant donné que c'est quand même des vieilles marques qui n'existent plus, qui ne sont plus utilisées et tout, elles sont maintenant dans le domaine du public. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'exposer ça. Oui, c'est censé être plus en avant à droite parce que là, elle cache les crédits. Plus en avant à droite. J'ai des grosses journées parce qu'il me reste encore des petites choses à dessiner. Tout n'est pas complètement fabriqué dans la salle. Il y a des petits ajustements, des petites choses à dessiner, mais en même temps, il y a beaucoup de suivi avec les techniciens, avec les gens dans la salle. Donc, je me promène beaucoup entre mon bureau et dans la salle pour ajuster des choses. Parce que les techniciens sur place, on se parle ensemble. Donc, tel support, je voudrais de telle manière, mais même dans la salle, dans l'installation, dans la vitrine, on est toujours là à discuter un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Donc, beaucoup de petits ajustements sur place à faire aussi. Mais c'est une période stimulante. Vraiment, j'apprécie beaucoup cette période-là où, là, on voit se bâtir ce à quoi on a réfléchi depuis des années.
Mais oui, il y a une petite fébrilité dans l'air. Disons qu'on a un calendrier assez serré, on va dire ça comme ça. Mais on travaille fort pour arriver à livrer l'exposition aux dates voulues. Donc, on devrait y arriver. Pour l'équipe ici, pendant la période de préparation, oui, c'est un accroissement de la charge de travail parce que c'est quand même plus d'1 millier d'objets qui étaient au Centre national de conservation et d'études des collections qu'il a fallu préparer et amener au Musée de la civilisation. C'est beaucoup de travail parce que chaque objet, doit être identifié dans la base de données, réservé. Ensuite, on doit, les techniciens, aller les chercher en réserve, les amener. On doit faire le constat de chacun de ces objets-là, c'est-à-dire le regarder sur toutes les coutures pour voir est-ce qu'il y a des bris majeurs, est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de voir qu'il y a une dégradation de l'objet ou pas, est-ce qu'il y a des réparations, des restaurations à faire sur l'objet. Donc, c'est quand même des éléments importants à faire. Ensuite de ça, l'équipe doit emballer tous ces objets-là et les transporter jusqu'au musée. Vous pensez qu'à chaque manipulation d'un objet, c'est un risque aussi au niveau de sa conservation. On risque d'échapper, de l'accrocher, peu importe. Donc, si on fait ça dans un temps trop serré, trop condensé, bien, on accroît les risques aussi de bris. Évidemment, bien, notre mission au niveau des collections, c'est entre autres la conservation. Alors, on travaille à essayer de minimiser les risques le plus possible. Bon, je suis allé jeter un œil pendant le montage la semaine passée encore. Ça va vraiment être une très belle réussite. Ça va être une très belle exposition. On a hâte de voir une fois complété. Mais pour nous, là, ça va bien. Tout s'est bien déroulé. Notre partie est à peu près complétée, là. C'est fou, en fait, le progrès qui a été fait par l'équipe dans les derniers mois. C'est un projet de longue haleine qui a été planifié depuis plusieurs années et on voit que la planification, bien, c'est payant. On n'a probablement jamais exposé autant d'objets en même temps dans une même salle. C'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir, de voir que les gens ont confiance en nous et qu'on va mettre de l'avant leur création. Je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose, je vais le dire, là, d'assez exceptionnel, je dirais.